Salut tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Et cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jean Pigeon, qui est le directeur général de la Fondation Santé Gatineau. Il est aussi le porte-parole pour la coalition SOS Outaouais, un regroupement de personnes qui revendiquent des actions concrètes pour améliorer des services en santé en Outaouais. Jean, merci d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite la bienvenue à l'émission. J'imagine que ça demande beaucoup de temps en plus de ça de travailler à la Fondation. Là, je peux imaginer que tes journées sont bien remplies. En effet, comme tout le monde, moi je me plains jamais du temps. Puis en fait, j'ai comme philosophie de vie que je compte pas trop mes heures parce que quand on s'implique autant dans une fondation que bénévolement dans plein de choses qu'on va découvrir, ben ça fait partie d'un rythme naturel de go, 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 là, absolument. Ouais. C'est comme ça aussi dans tout l'ensemble de l'équipe. Je peux imaginer que pour pouvoir mettre du temps et de l'énergie dans un domaine comme la santé, il faut que tu sois assez dévoué. Oui, je pense que c'est peut-être la trame de fond des gens qui participent autant bénévolement, parce qu'il y a quand même un conseil d'administration, des comités, des gens qui nous aident, mais de l'équipe d'employés, en effet, c'est un peu la trame de fond qu'on travaille pour une cause, donc c'est facile d'être absorbé par passion à ce qu'on fait, absolument. Ouais. C'est pas mal comme ça pour tout le monde dans le communautaire, je pense. Oui. Il y a comme deux grands sujets, dans le fond, que je veux aborder avec toi aujourd'hui. Nécessairement, il y a la Fondation, mais il y a aussi SOS Outaouais. Fait que je pense que j'aimerais ça commencer avec SOS Outaouais. Prenons le négatif au début, puis on finira sur une note positive. Parce que je sais que la Fondation fait des grandes choses, puis c'est le fun. Donc, puis juste pour te mettre en contexte, moi, j'ai découvert là, ce que vous faites avec SOS Outaouais. Je suis à la clinique ici à Buckingham, puis je vois une pétition. Tout de suite, j'ai fait « Oh que oui, je signe! » Puis après ça, puis il y avait une petite carte. Fait que j'ai pris la carte, puis je me suis renseigné sur ce que c'était. Donc peut-être, j'aimerais ça que tu m'expliques comment est né le mouvement de SOS Outaouais. Comment c'est arrivé? Bien, parler de la genèse un peu de SOS Outaouais, c'est toujours super intéressant. Puis c'est le fun comme tu poses la question, parce que je trouve que cette genèse-là donne tout le sens au mouvement aussi. Là. Tu sais, je pense que la réalité, c'est un peu comme un écœurite à quelque part qui a fait que... J'essaie toujours d'expliquer aux gens que la Fondation, on a eu 40 ans cette année. Dans la vie de tous les jours, on amasse des fonds, on tente de rehausser, de transformer le réseau de la santé, puis on rencontre des centaines, voire des milliers de donateurs là, pour obtenir des fonds. Mais il y a toujours ce genre d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, que le système va mal, que le système, il y a quelque chose qui fonctionne pas rond, même si on fait du bien à tous les jours et qu'on transforme des vies, il y a quelque chose qui perdure tout le temps dans le temps, puis on entend toujours les mêmes commentaires, ouais, ça va mal, il y a des problèmes. Mais ce qui a peut-être été la goutte qui a fait déborder le vase, puis dans mon cas, ça fait 9 ans là, que je travaille pour la Fondation Santé Outaouais, parce qu'on a changé de nom pour Fondation Santé Outaouais, c'était Fondation Santé Gatineau jusqu'à tout récemment. Ça a été un peu... Cet été, j'entendais... En fait, en juin, précisément. En fait, en mai. En mai, c'est là où ça a commencé, parce qu'on a lancé ça le 6 juin. Okay. En mai, je suis assis dans mon auto, j'écoute la radio comme tous les matins, je m'en vais au travail. Puis, j'étais aux premières loges, moi, dans mon travail, de voir qu'est-ce qui se passe. J'étais un peu privilégié d'avoir d'excellentes relations avec la direction du CIS de l'Outaouais, le PDG, son équipe de direction, les gestionnaires, les directeurs de secteur. On est leur fondation, fait qu'on travaille avec ces gens-là tous les jours. Fait que je comprends l'ampleur des défis auxquels ils font face, puis je suis un peu privilégié. Mais quand j'écoute la radio, puis j'entends que c'est inquiétant, le réseau de la santé, il y a des choses qui font peur. Puis là, cet été, ce qui se passait, en fait, à ce que l'été arrivait, on entendait énormément parler des risques de fermeture d'un plan de contingence. Là, c'était carrément ça au début du mois de mai, où on entendait que, bon, il manque des technologues en imagerie médicale, on n'a pas le personnel pour faire les rayons X, les scans, etc. Puis, si ça perdure ou si ça s'effrite un petit peu plus, on va probablement devoir fermer des hôpitaux, des départements. Puis ça a un impact direct sur la population. Puis moi, ça fait des années que je travaille là-dedans, puis je me dis, crime, il y a des problèmes de fond qui ne semblent pas vraiment abordés. Puis il n'y en a pas de 100, là. Puis essentiellement, ce qui s'est produit à ce moment-là dans mon auto, c'est-à-dire, hey, on peut-tu aborder le vrai problème? Le problème, l'imagerie médicale, ça, c'est la pointe de l'iceberg, là, ces technologues-là. C'est quoi le problème de fond? Pourquoi on est rendu là? Et il y avait j'aime beaucoup lire sur mon métier, je me passionne. Puis il y avait une excellente étude qui avait été produite ici en Outaouais par l'Observatoire de développement de l'Outaouais, qui a paru à peu près en février. Puis cette étude-là parlait du rattrapage en Outaouais par rapport au sous-financement. On sait, là, j'apprends rien à personne, on est sous-financé en santé et en services sociaux.
D'ailleurs, en octobre 2019, le 30 octobre 2019, ça va faire bientôt 5 ans, l'Assemblée nationale du Québec avait adopté une motion à l'unanimité en Chambre qui reconnaissait le sous-financement historique en santé, en éducation, en culture. Et ça faisait en sorte qu'à quelque part, il n'y a rien qui s'est peut-être tant résolu. Il manque d'argent dans le réseau, puis ça fait depuis plusieurs décennies que ça se procure. Donc moi, je me dis, OK, il y a un problème de financement, puis un problème de main-d'œuvre. Puis est-ce qu'on s'attaque vraiment à ces deux problématiques-là majeures? L'étude de l'Observatoire pour revenir à l'étude disait qu'il manquait encore, même après cette motion-là en Chambre, 200 millions de dollars par année, récurrents là, par année pour faire fonctionner le système de santé, comparativement aux autres régions du Québec. Moi, je suis natif de la région de l'Outaouais, plus précisément du Pontiac. J'ai grandi à l'île du Grand-Calumet, dans la région du Pontiac, c'est la rivière des Outaouais. Mon père était gestionnaire dans le réseau de la santé. Et puis, d'aussi loin que je peux m'en souvenir, j'ai plus que 40 ans, donc depuis des décennies, c'était comme genre le sujet de discussion autour de la table du souper. Entendre parler qu'il manque d'argent dans le réseau de la santé, ça fait des années que j'entends ça. Puis là, il y a des chiffres aussi impressionnants qui sortent, qui disent « Hey, c'est pas une couple de milliers de dollars, c'est 200 millions de dollars pour être au même niveau que le restant du Québec. » Ça a été le premier gros constat qui a peut-être été la source de SOS Outaouais. Puis la deuxième chose, parce qu'il y a juste deux choses dans notre plaidoyer, c'est le manque historique de financement. Puis tu sais, quand je dis 200 millions, là, c'est pas pour être meilleur que les autres au Québec, c'est pour être au même niveau. Puis si on le met en chiffres intéressants, c'est 458 $ par personne que ça représente. C'est quand même un montant colossal. Là. On paye, aux dernières nouvelles, là, pour faire une joke plate, mais on paye les mêmes impôts que n'importe quel résident du Québec, mais on en a moins pour faire fonctionner le système. Donc ça s'est passé dans mon auto là, en 10-15 minutes où je me dis ça n'a pas de bon sens. T'sais, j'ai lu cette étude-là, il y a un problème, on entend qu'il y a des problèmes. Mais si on avait le même financement qu'ailleurs, peut-être qu'on n'aurait pas tous ces problèmes-là non plus. Puis le deuxième fait, je disais, je suis né à l'île du Grand-Calumet, sur la rivière Outaouais, ben c'est la fameuse frontière qui nous sépare d'une proximité à un jet de pierre de notre province. Et ça, c'est le deuxième problème que je trouve qui n'est pas assez abordé, qui n'est pas assez dit. Puis à ce moment-là, ce que j'entendais à la radio cette journée-là, c'est qu'il y avait la crise avec les techniciens en imagerie médicale parce que les techniciens peuvent gagner 30 000 $ de plus en allant l'autre bord du pont, pas travailler en Ontario. Puis je me dis, ça n'a pas d'allure. Pourquoi qu'on tolérerait cette compétition malsaine-là avec l'Ontario? Donc, deux fondements, le 200 millions qui manquent par année, puis le fait qu'il y a un exode de nos travailleurs et travailleuses de la santé, au-delà aussi de l'imagerie médicale. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au sujet, puis j'ai dit, coudonc, on peut-tu faire quelque chose? À ce moment-là, en même temps, tu parles de la pétition, Dr Bonneville, c'est celui qui a lancé la pétition, bon collègue, bon partenaire de la Fondation avec qui on travaille. Lui, il regarde la situation dans son département, il travaille à l'urgence, Dr Bonneville, puis ça n'a pas d'allure. Là. Si on a une crise qui s'en vient comme ça, on ne sera même plus capable de soigner. Puis le parallèle, il est vraiment important là, quand on regarde à ça, parce que l'imagerie médicale, c'est souvent ce qui va nous permettre de donner un diagnostic en médecine. C'est comment que ils n'ont pas encore... on n'est pas Marvel, là, on ne peut pas avoir des yeux rayons X pour voir à travers le corps et savoir, tu as peut-être un bras de cassé ou une tumeur ou quelque chose, donc on peut pas. Donc on a besoin d'imagerie médicale pour le travail. Puis là, on a un docteur Bonneville qui, en même temps, sort une pétition, puis tout ça. Puis c'est ça, je suis assis dans l'auto, je te parle vraiment de la jeunesse, puis je me dis, OK, il y a ces deux gros problèmes-là, on devrait les attaquer de front. Puis en même temps, je me dis, on devrait unir nos efforts, tout le monde ensemble, parce que il y avait Dr Bonneville qui était sorti publiquement avec la pétition, il y avait d'autres groupes, d'autres individus qui étaient intervenus dans les médias, mais il n'y avait pas ce genre d'unité-là. Fait que moi, j'ai simplement pris le téléphone, puis j'ai commencé à appeler tous ces gens-là que je connaissais, puis dire, hey, si on créait une coalition qui s'appelle SOS Outaouais, inspiré un peu de SOS Montfort qui sont venus sauver un hôpital, parce qu'il y avait quand même un lien de jeu de mots évident avec tout ça, ça serait-tu une bonne idée? Puis là, c'était comme la première fois dans ma carrière que tout le monde me disait un oui unanime tout de suite en partant. Oui, c'est une bonne idée. Fait que, tu sais, je me disais, OK, c'est une bonne idée. C'est quelques jours plus tard, le 6 juin, qu'on s'est réunis. On avait déjà formé un petit comité de coordination. Puis on a dit, on va essayer d'embarquer le plus de gens dans la communauté dans ce concept-là de dire, on doit avoir notre financement, puis on doit pouvoir compétitionner avec les salaires qui ne sont pas concurrentiels. Puis là, SOS est né. Mais ce que je trouve de troublant un peu dans ce que tu dis, par exemple, c'est que tu dis c'est 200 millions qui nous manquent ici en Outaouais, mais on s'entend que la santé au Québec, elle ne roule pas sur l'or non plus. Non. Là.
Fait que ça, c'est juste pour être à niveau. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement des soins parfaitement adéquats comme on aurait besoin non plus. C'est un très bon point. Puis, je dis pas qu'il n'y a pas de problème à l'échelle, en tant que je porte-parole, là, juste pour le mentionner, du mouvement. Puis on ne dit pas comme mouvement qu'au Québec, ça va bien comparativement. Ça va mal partout. Là. Il y a une pénurie de main-d'œuvre planétaire. Là, en santé, il manque des infirmières. Sauf que quand on regarde les chiffres, quand on regarde les données, l'Outaouais n'est pas au même niveau que les autres régions. Elle est comme là. C'est ça qui n'est pas normal. T'sais, en Outaouais, il manque 1200 infirmières. Au prorata de la population, au Canada, on est la pire région. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que c'est amplifié avec la proximité de l'Ontario. Puis pour une raison complètement louable, on comprend très bien que quelqu'un qui peut se faire offrir, on reprend l'exemple de l'imagerie médicale, 30 000 pour aller travailler en Ontario, il va saisir cette opportunité-là. Tu n'as pas besoin de déménager, tu n'as pas besoin de changer tes enfants d'école comme travailleur, tu n'as pas besoin de faire autre chose que peut-être un 15-20 minutes de plus dans ton trajet, traverser un pont, un petit peu plus de trafic, mais tu vas gagner 30 000 de plus par année. Donc ça existe dans plusieurs corps de métier, dans le réseau de la santé et des services sociaux. Puis pendant des décennies, c'est ce qu'on vit. Fait que là, on a un système qui a de la peine à recruter puis retenir ses employés à cause de ce phénomène-là. Puis on a un système qui est sous-financé comparativement aux autres régions du Québec. Puis la démonstration a été faite. Là. Qu'on aille dans n'importe quelle autre région du Québec, sont mieux financés que l'Outaouais, puis c'est inacceptable. Mais la situation n'était pas empirée aussi du fait que, du moins cet été, puis là, c'est des oui-dire que j'ai entendu, puis tu sauras peut-être me confirmer ou le contraire, mais que les bonus qui avaient été accordés durant la pandémie arrivaient à leur fin, puis là, mais ça fait que pour beaucoup de gens, ça représentait une baisse de salaire. Fait que là, il y en a qui ont pris la décision de dire, moi, les bonus faisaient qu'on compétititionnait mieux avec les salaires de l'Ontario. Et quand ces bonus-là ont été retirés, puis encore là, c'est soit des solutions qui sont trop éphémères dans le temps, là, on se questionne dans le réseau de la santé, au niveau du ministère, il a essayé de voir. Puis en fait, ce qui a été fait en imagerie médicale, quand on regarde, parce que la crise était là en mai, ils ont amené l'idée des primes. À titre d'exemple, ils ont dit, OK, on va donner des primes. Mais ils n'ont pas offert à l'ensemble du territoire de l'Outaouais. Ils ont dit, on va faire des primes en milieu urbain, l'hôpital de Hull, l'hôpital de Gatineau, pour retenir nos technologues. Parce que là, les technologues disaient, j'en ai mon voyage, je m'en vais travailler à Ottawa. C'est ça aussi qui était la crise qui nous guettait. Donc, le gouvernement, le ministère de la Santé a décidé d'offrir 22 000 en prime. Puis, je ne sais pas pourquoi 22 000, parce que la compétition est 30 000, mais bon, c'est ça qui a été mis de l'avant. Mais, étrangement, c'était pas disponible. Tu sais, les gens, juste pour décrire un peu le réseau de la santé en Ottawa, on a 5 hôpitaux. Là. On a Shawville, on a Gatineau et Hull qui sont en milieu urbain. On a ici à Buckingham qu'on a un hôpital. On a un à Maniwaki, en fait, on a 6, et un à l'hôpital de Wakefield. Donc, il y a des technologues partout sur le territoire. Puis, on offre une prime uniquement pour retenir en milieu urbain. Shawville, là, je viens de ce coin-là. Traverser le pont puis aller à Pembroke, dans le Pontiac ou à Renfrew, il y a des hôpitaux là aussi. C'est aussi facile pour quelqu'un de là d'aller travailler. Donc, on dirait qu'il y a une méconnaissance peut-être de l'Outaouais au niveau... On dit souvent qu'on est loin de Québec, qu'on est loin de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on n'est vraiment pas si connu? Est-ce qu'on ne connaît pas tant les réalités? Donc, SOS est intervenu beaucoup pendant l'été pour dire non, les primes, on les a de besoin sur l'ensemble du territoire. Ça a été fait au mois d'août seulement. Puis on a dû faire de la représentation puis dire, regardez, là, ils font le même travail, ils ont le même prime, il y a les mêmes situations. Et c'est ça, c'est un travail colossal, mais c'est pas un travail. On vise, dans le fond, à sensibiliser et éduquer beaucoup avec ce mouvement-là, que les gens comprennent qu'il y a 2 grandes sources à notre problématique comme Outaouais, le financement chronique historique, puis l'exode du personnel de santé. Il y a d'autres problèmes, là. On pourra en parler, il y en a plein. Mais ces 2 problèmes-là, de fond, c'est le cœur de SOS Outaouais. Puis je pense que il y a des solutions à ces 2 problèmes-là qui sont peut-être pas encore envisagées ou sur lesquelles on travaille. Mais ça prend surtout des solutions qui vont être pérennes puis permanentes. Puis c'est ce que SOS a au cœur de ses revendications. Mais là, les primes dont tu parlais, c'est ça qui a sauvé la situation pour cet été. Elles sont bonnes pour 2 ans, les primes. Fait que c'est ça. Il y a une lacune là. On n'est pas dans une situation, une solution à long terme. Là. Puis souvent, ce que je prends la peine d'expliquer aux gens, parce que, il y a des gens que je rencontre, beaucoup de gens d'affaires, des gens qui ont des entreprises, puis ils me disent, Jean, je comprends pas, là. Si le salaire, il est pas bon en Outaouais, qu'il l'augmente, que le PDG l'augmente, mais il faut comprendre que le réseau de la santé, c'est un réseau qui est provincial. Les salaires sont conventionnés à l'échelle de la province. L'infirmière qui travaille à Gatineau gagne le même salaire que l'infirmière qui travaille à Montréal, Saguenay. C'est des salaires conventionnés
à la grandeur de la province. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc, ce que nous, on dit, c'est qu'à cause que l'Outaouais est soumis aux mêmes conditions que l'ensemble du Québec, il n'y a aucune région au Québec qui a la même réalité que l'Outaouais. Il n'y a aucune région au Québec qui est à côté de l'Ontario comme l'Outaouais sur toute sa longueur. Donc, Saguenay, il n'y a pas d'impact pour eux. Où est-ce qu'ils vont aller travailler dans une autre région qui offre le même salaire? Ça ne crée pas de la compétition, ça. Même l'Abitibi n'a pas la frontière que nous, on a, en fait, densité de population avec la capitale nationale. Donc, ils n'ont pas cette réalité-là régionale, ils n'ont pas cette compétition-là, ils n'ont pas... Mais ça vient vraiment créer une couche supplémentaire pour retenir nos employés. Puis, c'est un enjeu majeur pour l'Outaouais, parce qu'on a des départements qui ne fonctionnent pas du tout. Alors, je l'ai mentionné souvent, j'ai souvent donné l'exemple à l'hôpital de Gatineau. Il y a 7 salles de chirurgie, mais pendant l'été, il y en avait une seule qui opérait parce qu'on avait, on n'arrivait pas à vraiment faire fonctionner. Manque d'infirmières, tout simplement. Manque d'infirmières. On a les chirurgiens, on a les installations, on a les équipements, mais on n'a pas les infirmières pour faire fonctionner les plateaux. Là, tu me dois sur quelque chose qui, moi, comme simple citoyen, là, qui n'est pas là-dedans tous les jours, puis il me semble que je ne dois pas être le seul qui réagit de cette façon-là. Mais quand on arrive, qu'on nous parle de « Ah, on va avoir une nouvelle installation d'hôpital à Hull », je la comprends pas. Parce que je me dis, pourquoi que c'est si facile de le dire, on va aller investir pour bâtir un immeuble si on n'a pas le monde à mettre dedans? Tu sais, la grosse logique de gars qui parle dans son salon et qui ne connaît rien là-dedans. Mais il me semble que c'est juste... ça, c'est une logique bien normale. Je la catch pas. Ben, écoute, pourquoi un nouvel hôpital? Ben, je pense qu'il y a le fait que quand on regarde les infrastructures ici en Outaouais, sont vétustes. Là. On prend l'hôpital de Hull, qui est un grand hôpital. Gatineau a été construit il y a 40 ans passés. On n'est pas contre du tout la coalition un nouvel hôpital, mais est-ce que c'est la solution? Tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un film très, très populaire quand on était plus jeune qui était Fields of Dreams. Built and they will come. If you build it, they will come. Tu sais, construire un champ de baseball dans un champ de maïs, puis si tu construis, les gens vont venir. Je trouve que ça a un peu cette approche-là quand on pense que le nouvel hôpital, parce que c'est ce qu'on s'est fait dire par nos élus, c'est que si les gens resteraient plus parce que c'est nouveau et c'est beau. Exactement. Ben, c'est sûr que de travailler dans du nœud, ça doit être intéressant pour nos professionnels. Je ne veux pas négliger. Mais il y a des problèmes beaucoup plus importants. Puis, tu sais, juste une petite parenthèse importante, là. L'autre côté de la rivière Ottawa, ils ont commencé leur projet de nouvel hôpital. C'est déjà démarré. Puis c'est un hôpital de 600 lits aussi gros, aussi beau, aussi technologiquement avancé que l'Outaouais. Donc, si l'idée, c'est d'attirer le personnel, on est en retard sur Ottawa, qui sont déjà en train de le faire avec un hôpital aussi beau, aussi grand. Et qui vont offrir plus d'argent. Et qui vont offrir, exactement. Donc, c'est nécessaire, l'infrastructure. C'est quelque chose qui est intéressant. L'idée de l'hôpital, soit dit en passant, moi, je suis un maniaque d'histoire, puis de documentation, puis de là, tout ce qui est en santé. Mais elle émane du plan clinique. Le CIS avait fait une étude au niveau du plan clinique. Puis au niveau du plan clinique, c'était pour voir est-ce que l'Outaouais est en mesure de répondre aux besoins futurs. Donc, c'était une projection, en fait, dans le temps, sur des dizaines d'années. C'est le ministère de la Santé qui avait demandé au CIS de faire cette étude-là. Dans l'étude, on parlait des installations vétustes. On parlait aussi de la nécessité d'augmenter le nombre de lits pour l'Outaouais. On parlait d'augmenter à peu près de 240 lits les soins hospitaliers. La décision politique qui a été prise, c'est de dire, bon, on va faire carrément un nouvel hôpital de 600 lits pour répondre aux besoins. Ce que nous, on dit à la coalition, c'est merci de nous donner cette nouvelle infrastructure-là qui va coûter des milliards de dollars. C'est un gros projet. Juste l'emplacement, on en a entendu parler vraiment beaucoup. Il y a plein de questions qui se posent encore par rapport à ça. Mais c'est pas la solution à court terme. Puis ce que je veux juste ramener, c'est qu'on parle des problèmes de la santé, mais il faut aussi parler des gens qui sont affectés. Depuis qu'on a créé la coalition, depuis qu'on a créé ce mouvement-là, la chose qui me touche le plus, c'est les gens qui sont venus me parler de leur situation à eux. Je ne sais pas combien d'histoires qui ont commencé puis qui ont fini de la même façon. C'est « j'ai un problème de santé, il est grave et j'ai pas les soins dans la région. » J'ai rencontré une dame encore dernièrement qui est venue me parler. C'est épouvantable. Là. Elle a un cancer et elle ne peut pas se faire traiter chez nous, faute de ressources. Puis elle doit aller au CHUM à Montréal faire ses traitements. C'est pas un traitement aux 2 semaines, c'est un traitement à tous les jours pendant 5 semaines. Donc, comme citoyen de la région qui paye ses impôts,
qui a travaillé ici, qui a gagné, qui a redonné pour que le système soit là pour elle, elle n'a pas accès. Et elle va devoir se taper la route, les défis que ça l'engendre pour traiter un cancer qui est déjà une épreuve en soi, puis on rajoute une couche supplémentaire. Il y a des centaines, voire des milliers de personnes dans l'Outaouais qui sont dans cette situation-là, qui n'ont pas accès aux services. Le réseau Outaouais est bon. Le réseau donne des soins. Mais l'accessibilité n'est pas à son top parce qu'on n'a pas, je reprends l'exemple des salles de chirurgie de tantôt, bien, si on avait 7 chambres, 7 salles, plateaux de chirurgie qui fonctionnaient, on traiterait plus de monde. Le problème, c'est pas la salle qui opère. Les services sont impeccables. Les services sont excellents pour les gens qui ont accès à ça. C'est l'accessibilité. J'ai vu des données dernièrement encore qui démontraient, c'est très tangible, on a la liste d'attente la plus longue au Québec pour les chirurgies électives. Il y a une région qui fait pire de figure, c'est l'Outaouais, à cause de ça. Wow. C'est pas normal. C'est pas normal, puis il faut trouver des solutions permanentes, pérennes à ça. Puis l'approche qu'on voit, on dit pas qu'il n'y a rien, là. On voit là, que le ministère porte des gestes, mais c'est des... On va prendre l'exemple d'imagerie médicale. Ça semble être toujours un pansement, une solution temporaire à un problème qui est majeur. On prend cet exemple-là de 22 000 par année pendant 2 ans de prime, mais la question se pose, qu'est-ce qui arrive après 2 ans? On va-tu revivre la même situation? On va-tu encore avoir une pénurie de main-d'œuvre? Oui, sûrement. Dans 2 ans, je ne pense pas que le portrait va tout le temps changer. Donc, est-ce que les gens vont être là tentés d'aller encore vers l'Ontario? Comment on va résoudre? Il y a des enjeux de fond. On l'a vécu directement ici, l'imagerie médicale à Boquillan. Ouais. J'étais habitué de... On avait un 100 rendez-vous, nous autres, à partir de telle heure, je me souviens pas. Je me rends là pour aller prendre les radios, puis non, ça prend un rendez-vous, genre, depuis quand? J'écoute par radio autant que toi, là. Je n'ai pas entendu parler de la problématique, fait que puis là, c'est là que je l'ai appris, puis j'ai fait comme, OK, bon, on est rendu là, tu sais. Fait que c'est tangible, on le voit tout de suite, tu sais. Puis là, on parle de spécialistes, mais... Puis tu parles de liste de l'attente pour des chirurgies, mais la liste d'attente pour les médecins de famille, ça doit pas être bien mieux, j'imagine. C'est pas bien mieux. Il y a des solutions qui arrivent au niveau des médecins de famille. On peut passer au système avec les GMS, puis le fait que les gens puissent avoir accès à un docteur, c'est pas parfait. On a vu le fait qu'il y a aussi beaucoup de patients de l'Outaouais qui avaient un médecin de famille en Ontario. Puis ça, là, ça mérite d'être aussi beaucoup exposé. L'Ontario a fermé des portes, là. Il y avait des centres en Ontario qui offraient des services de médecine familiale à beaucoup de patients du Québec, puis ont, du jour au lendemain, décidé non. C'est lourd à gérer. Ce qui est très difficile pour les médecins ontariens, pas pour les défendre, mais je ne suis pas d'accord les Québécois ont perdu leur médecin de famille de l'Ontario, là, mais c'est lourd pour un médecin de l'Ontario de pouvoir référer au Québec parce qu'il n'y a pas de ressources pour des cas qui nécessitent. Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, il y a une décision qui s'est prise. Il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur médecin de famille. Moi, j'étais un patient orphelin sans médecin de famille. Même si je suis directeur d'une fondation, j'ai pas d'avantage du tout. Et ce que ça fait, c'est qu'on se ramasse avec cette pénurie-là. Et moi, je pense que quand on est pris dans le temps, les problèmes de santé peuvent s'aggraver s'ils ne sont pas traités en amont. La prévention puis la prise en charge est importante. J'ai entendu des histoires d'horreur où une dame, entre autres, ça a été tellement long, l'accessibilité. Je répète, là, parce que je veux vraiment que les gens comprennent ici que les services sont excellents. Le personnel de la santé sont exceptionnels. Mais on n'a pas un système assez grand, avec assez de ressources, autant humaines que financières, pour l'opérer de façon satisfaisante. Donc ça crée que l'image encore d'une salle qui fonctionne sur 7, bien, on n'est pas capable de desservir l'ensemble de la population. Les délais sont extrêmement longs. Dans ton exemple, on te demande de prendre un rendez-vous et d'attendre et d'avoir ces ressources-là qu'on n'a pas. Donc, ton problème, il peut s'aggraver. L'exemple que je vais te donner, c'est qu'il y a une femme qui avait besoin d'accéder au système de santé, détecte une bosse, une masse, l'inquiétude est là, et l'accessibilité prend tellement de temps que par le cheminement où elle va avoir son diagnostic, cancer incurable, non traitable. Donc, on veut-tu avoir ça en Outaouais? C'est vrai, là, c'est pas des histoires inventées, c'est des histoires qui nous sont racontées. Il y en a de ces cas-là. Le fait d'aller chercher nos services à l'extérieur de notre région aussi. Pendant des décennies,
je pense qu'on avait accès beaucoup plus au système ontarien pour nous aider. Maintenant, il y a un boom. Il y a un boom au niveau de la démographie, autant du côté d'Ottawa puis de l'Ontario que du côté d'Outaouais. C'est pas pour rien, comme on disait tantôt, qu'ils construisent un nouvel hôpital. Il y a une démographie. Il y a quelques années passées, il n'y avait pas 1 million de population là, du côté d'Ottawa. Ils sont passés bien au-delà du million. Donc, leur système de santé aussi, il y a une pression. Donc, c'est dommage, mais on n'a pas accès à ce système-là comme on l'avait auparavant. Je côtoie plein de médecins, plein de professionnels qui disaient, ben, avant, on était capable de référer un patient pour un examen du côté ontarien. Maintenant, c'est rendu très, très, très difficile, puis c'est rendu des exceptions aussi. OK. On m'a référé, moi, 2 fois, j'étais allé à Hawkesbury. Oui. Puis, je pourrais en profiter pour raconter une anecdote. Moi, parce que, tu sais, tantôt, je disais, le montant qui nous manque, c'est pour être d'égalité avec le reste du Québec. Mais je regarde la qualité des services que j'ai eus là-bas, puis encore là, comme toi, je ne pointe pas le personnel. Ouais. C'est juste que tu vois qu'il y a du monde qui travaille. Il y a beaucoup de gens pour servir une même personne quand tu es là-bas. Tu le vois tout de suite. J'ai fait la même expérience directement avec ça, où j'ai eu à aller dans un hôpital en milieu de Montréal. La gestion de dossiers numériques, j'avais jamais vu ça de ma vie, moi. Tu sais, tu arrives avec une tablette, ton dossier est là, telle affaire. Okay. J'ai reçu un texto m'expliquant comment me rendre à mon rendez-vous à l'intérieur, comment naviguer. On n'a pas ces technologies-là ici en Outaouais. Là. Donc, je le répète, quand il manque 200 millions de dollars par année là, pour opérer, oubliez l'application de texto qu'ils ont à Montréal dans cet hôpital-là que je ne citerai pas, là, pour ne pas le nommer. Oubliez le dossier patient. On peut pas, on n'a pas les moyens. Je te mentionnais tantôt, hors entrevue, je suis papa, j'ai une famille, j'ai 5 enfants, puis je fais souvent une analogie un peu drastique de la situation, mais c'est comme si moi, à chaque semaine, je donnais une allocation à mes enfants, mais pour une raison vraiment malsaine, il y en a un qui avait 20 % de moins que les autres. C'est ça l'image que ça me dit pour l'Outaouais. On a le gouvernement qui donne à toutes les régions de l'argent, mais pour une raison qu'on ne comprend pas, on a un budget de 20 % de moins que le restant du Québec. Parce que 200 millions, c'est 20 % du budget du 6 d'1 milliard de dollars. Ça fait pas de sens. Pourquoi? Je l'aime, mon enfant, je devrais donner la même affaire. Je disais tantôt, pourquoi l'Outaouais est négligé depuis des décennies? Je l'ignore. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Ce qui est quand même dommage, c'est que l'Assemblée nationale l'a reconnu, ça, en 2019. Mais il ne semble pas avoir... Puis je ne néglige pas qu'il y a eu des gestes. Là. Il y a un nouvel hôpital qui est annoncé, qui va être là éventuellement. Mais selon l'étude de l'Observatoire de développement de l'Outaouais, qui a été publiée cette année, le rattrapage n'est pas là. On a encore ce déficit-là historique qui continue d'être là dans les chiffres, dans les données qui nous sont fournies. Mais tu dis 2019, mais c'était pas, même avant ça, c'était pas sous Charest qu'on avait eu le statut particulier, il avait octroyé le statut particulier de l'Outaouais qui, je pense, il n'a rien fait, il s'est rien passé 2000, par après. C'est ça. En fait, ça, c'est une enveloppe monétaire qui avait été donnée là, dans l'histoire à l'Outaouais, de quelques millions de dollars, je pense que c'était une centaine de millions de dollars, pour un statut particulier qui a en fait été englobé dans le budget d'opération du 6 aujourd'hui. C'est ça, ouais. Puis il y a encore un déficit, malgré cette enveloppe-là du statut particulier qui a été donné. Donc, est-ce qu'il faut majorer le statut particulier? Est-ce que c'est ça la solution? Bien, nous, ce qu'on veut à SOS Outaouais, c'est dialoguer avec nos élus. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait beaucoup cet été. On a rencontré plein de politiciens, les oppositions officielles. J'ai récemment rencontré le caucus caquiste de l'Outaouais. On a rencontré les préfets, des maires, les conseils municipaux, tous ceux qui voulaient nous rencontrer. On a exposé ça. Puis ce qu'on veut, c'est que d'une voix, on se mette en mode solution pour régler ces deux iniquités-là en santé. Mais Christian Dubé est venu dans la région à l'été. Ouais. Ben, je pense que c'était dans le temps de la crise. J'imagine que tu parlais tantôt ou à la fin. Il est venu au mois d'août, le 27, je crois. 27, il est venu 2 jours. Il est venu dans la région, puis une visite surprise, voir, visiter des hôpitaux. As-tu eu la chance de le rencontrer et d'avoir prendre part aux discussions? On a eu un échange téléphonique de 15 minutes. Je dois dire qu'il s'est démontré très ouvert à un dialogue avec SOS. Puis d'ailleurs, on a les coordonnées de son cabinet, puis il nous a invités là, à pouvoir le rencontrer cet automne. Chose qu'on va faire à la coalition. Là, on veut vraiment... il s'est démontré très ouvert à pouvoir échanger sur ces situations-là avec nos préoccupations. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a dit quand il est venu dans la région? Ben, il était venu un peu... Comme il fait-tu le même constat? Je pense qu'il comprend la situation de l'Outaouais. Je me souviens dans le point de presse qu'il y a eu.
ils félicitaient les équipes qui avaient maintenu ça puis qui n'avaient pas eu de résultats. Ils font souvent. Je trouve ça le fun, c'est correct. Mais en même temps... Mais des grandes annonces, là, pérennes et permanentes, j'utilise tout le temps ces deux mots-là. Parce que c'est ça qu'on veut entendre. On veut que M. Dubé puisse arriver et dire « OK, on a trouvé une solution. » Ou, tu sais, je comprends là, que pour n'importe qui est assis à l'Assemblée nationale, qui est au pouvoir, de dire « OK, on va trouver les 200 millions qui manquent », c'est une tâche colossale. Mais ce qu'on veut voir, c'est une amélioration. Tu sais, je ne suis pas politicien, j'ai pas d'aspiration non plus. Je suis un citoyen engagé à plein de niveaux. En philanthropie, dans une fondation, je suis même impliqué bénévolement dans le développement de logements abordables. J'ai créé la banque alimentaire qu'on connaît bien, Moisson Ottawa, en 2006. C'est un projet que j'ai créé, que je suis super fier puis qui existe encore. Donc, moi, je suis un entrepreneur social puis j'essaie de trouver des solutions à des problèmes qu'on vit. Ça prend des gens qui veulent s'allier à ça. Puis c'est ce que j'invite M. Dubé, tous les politiciens, à embarquer dans cette vision-là, de se mettre en mode solution, parce qu'il y en a des solutions envisageables, puis il faut y aller. Ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il y a des négociations en cours avec les syndicats. Bon, ça, c'est une relation employeur-employé qui ne nous concerne pas. C'est à eux à négocier, à trouver des terrains d'entente, mais je pense que ça va au-delà de ça. Je pense qu'il faut regarder des pistes de solutions pérennes, durables, permanentes pour la région de l'Outaouais. Puis les impacts, on s'entend, oui, c'est dans le milieu de la santé, mais ça déborde à un moment donné. Hein. Ça déborde dans les services sociaux. On entend beaucoup parler de la santé, mais je le rappelle souvent, là, la santé mentale, le soin de nos aînés, les enfants là-dedans, que ce soit les services de la protection de la jeunesse, etc. C'est tout un réseau maintenant. Et quand on parle d'un manque de financement, c'est sur l'ensemble de ce réseau-là qui est sous-financé. Puis ça ressemble à quoi présentement, les chiffres de la pétition que vous avez partie? Est-ce que les gens adhèrent? Est-ce que les gens répondent? Bien, la pétition, c'est pas SOS qui l'a partie. Okay. C'est Dr Bonneville avec, on appelle ça le CMDP, là, les conseils des médecins, des psychologues, des pharmaciens. Donc, c'est essentiellement eux qui ont levé un drapeau rouge puis qui ont dit là, ça va faire. Il y avait pratiquement tous les chefs de département qui représentent différents secteurs qui sont sortis avec Dr Bonneville et qui ont demandé à la population. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cet outil-là, on l'a mis sur la plateforme parce que c'est devenu un partenaire de la coalition. Il y a d'autres initiatives, comme il y a aussi SOS 07 qui ont un outil où on peut aller mettre nos coordonnées, puis ça va générer une lettre qui va adresser les préoccupations qu'on a à l'ensemble d'élus. Ça va à vos députés, au premier ministre, au ministre Dubé, qui va souligner ça. Donc, on a mis ces alliés-là avec nous, on a bonifié un petit peu. Puis SOS Outaouais a aussi développé des propres outils là, pour sensibiliser la population. On a un site web où il y a beaucoup d'informations, où on a partagé des outils. On a créé une plateforme de consultation en ligne. On a eu un partenaire ici localement, Cocorico, qui nous a fourni une plateforme de consultation. Puis on a commencé à demander aux gens de s'exprimer, de nous faire part de leurs histoires, de nous exprimer sur est-ce qu'ils croient que le gouvernement en place fait suffisamment d'actions pour éliminer ces risques-là au niveau de l'accessibilité. Donc on se nourrit, nous, d'un mouvement citoyen qui nous parle. Puis moi, mon rôle, c'est d'agir en tant que porte-voix pour cette population-là. Souvent, les gens vont dire c'est beau de critiquer, c'est beau de dire qu'on a un problème, mais apportez donc des solutions. Ouais. Est-ce que j'imagine que vous en parlez des solutions concrètement à la Fondation quand vous êtes en contact avec le CIS, avec les médecins? Donc, ça prend quoi? Ben, premièrement, je pense pas que c'est la coalition qui doit nécessairement trouver toutes les solutions. Je pense qu'on fait partie de Mais nous, ce qu'on veut, c'est créer un dialogue, créer un forum où on va se mettre en mode solution et on va trouver ces solutions-là. Ce qui est quand même incroyable en un court laps de temps, là, relativement court, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui ont embarqué dans cette coalition-là, comme je ne m'attendais pas. Puis ça s'est fait par individu, ça s'est fait par association, ça s'est fait par chambre de commerce, ça s'est fait par comité d'usagers, ça s'est fait par groupe communautaire. Ça a été phénoménal. Puis nous, ce qu'on dit aux gens, c'est que vous n'avez pas besoin de venir mettre votre nom. Il y a comme un compteur sur la plateforme de SOS où vous pouvez signer la pétition, mais c'est tout ce monde-là qui nourrit le mouvement. On a par exemple aussi remis des pancartes de gazon que les gens pouvaient mettre fièrement sur leur terrain qui disaient « Moi, j'appuie SOS Outaouais ». C'est ça qu'on a créé et qui est beau. C'est qu'il y a maintenant, d'une façon unanime, une communauté qui dit « Nous, là, on veut adresser tout ça ». Puis un forum pour le faire. Donc, tu me poses la question, c'est quoi les solutions? Bien, les solutions, je pense qu'il y en a qui sont assez simples
Par exemple, au niveau du déficit historique pour l'Outaouais, ça prend un plan de redressement. Puis ce plan de redressement-là, c'est dans les mains des gens qu'on a élus à l'Assemblée nationale d'en mettre un en place. Ouais. Je le disais tantôt, en 2019, ils ont reconnu le sous-financement. Il n'y a pas eu un plan qui a été déposé pour démontrer ce rattrapage-là. C'est ce qu'on veut regarder, c'est ce qu'on veut voir, ce qu'on veut échanger avec. Puis on ne demande pas que du jour au lendemain, là, il y a 200 millions qui apparaissent magiquement dans le compte de banque du CISO. Là. On demande qu'il y ait des actions concrètes qui fassent que ce déficit-là soit enrayé. Au niveau du défi, au niveau de la main-d'œuvre, celui-là, il est très gros. Là. Il y a une compétition avec l'Ontario, il y a des enjeux. Là, il y a des actions qui sont prises avec les primes. Mais où on va après? Qu'est-ce qu'on fait comme prochaine étape? Est-ce qu'on peut rendre ces primes-là pérennes et permanentes? C'est-tu possible? C'est ce genre de dialogue-là qu'il faut avoir. Est-ce qu'on peut étudier aussi c'est quoi les types d'emplois au CIS qui sont là-dedans? Bon, on sait qu'il y a des technologues qui sont dans ce bateau-là. En imagerie médicale, on sait que les infirmières, comme je parlais tantôt, sont aussi dans cette situation-là. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui va être négocié? Qu'est-ce qu'on peut amener comme outil pour compétitionner avec l'Ontario puis s'assurer que notre population ait les services? Il y a beaucoup de personnes dans le temps de COVID qui parlaient de revoir plus aussi au niveau, puis tu me diras si ça a été abordé, mais de voir au niveau plus logistique et administratif pour sauver des frais et des coûts, parce que ce serait... puis je pense même, peut-être que je me trompe, il me semble que j'avais vu le CISO dire quelque chose publiquement là-dessus. Mais est-ce qu'il n'y a pas une partie à faire dans cette optique-là aussi? J'ai grandi, je vais avoir 46 ans bientôt, puis j'ai grandi avec une famille qui travaille dans le milieu de la santé, puis j'ai vu, je ne sais pas combien de réformes en santé. Tu sais. On est parti d'avoir des centres hospitaliers, avoir des C3S, des CIS, puis là, ça va encore changer parce qu'il y a une nouvelle réforme là, qui s'en vient avec Santé Québec. Hein. Donc, il y a eu, la dernière réforme date de la réforme Barrette, si on veut, avec la création des CIS, des CIUS. Le but, l'objectif était bien souvent de couper dans toute l'administration. Quand le CIS a été créé en Outaouais, là, moi, j'ai commencé à travailler à la Fondation en même temps. Je me souviens encore, la première année, il y avait 30 millions de coupures dans l'administratif. Je pense que le temps, là, c'est une réponse un peu personnelle que je vais donner, là, mais je pense qu'elle est basée sur l'histoire. On a déjà fait cet exercice-là de couper dans le overhead. Il y a je pense pas tant d'overhead à couper encore. On est rendu avec une seule direction pour le réseau de la santé au complet. Il n'y a plus des directions par hôpital. Il y en a une seule. Il y a un PDG pour l'ensemble du réseau. Je pense qu'on a fait cet exercice-là. On a optimisé. Mais ce qui reste encore, c'est les deux problèmes de fond. Je pense que si on amenait l'Outaouais au même niveau que les autres régions, l'Outaouais serait en mesure de respirer puis serait plus sur le respirateur artificiel sur lequel on est présentement. J'aime l'analogie. Ça va être quoi les prochaines actions du mouvement? Est-ce que d'autres activités que vous prévoyez? C'est quoi qui s'en vient? Bien, il y a quelque chose qu'on trouve qui mérite d'être souligné, puis on va trouver une façon de le faire, tristement, c'est que ça va faire 5 ans, le 30 octobre 2024, que cette motion-là a été adoptée à l'unanimité en Chambre. On veut le rappeler à l'Assemblée nationale. On veut leur rappeler que cette motion-là, c'était pas une parole dans le vide de se lever tous debout et que unanimement la Chambre dise « oui, on reconnaît le sous-financement, on veut des actions concrètes ». Donc, il y a quelque chose qu'on veut regarder à ce niveau-là. Mais ce qui s'en vient concrètement, c'est que on trouve que c'est important de raconter les histoires des gens qui sont affectés par ça. On veut mettre un visage, une voix, une chaleur humaine. Et on est présentement en train de monter des capsules vidéo, des gens qui ont accepté, puis ça a été quand même... Puis on remercie ces gens-là qui ont eu le courage de venir raconter leur histoire devant la caméra. Donc, on est en train de monter des capsules qu'on va pouvoir diffuser à travers les médias sociaux, à travers les médias qui vont vouloir nous appuyer, pour qu'on voit qu'il y a une urgence d'agir, puis il y a des vraies personnes qui sont affectées. Et tu sais, la dernière chose qu'on veut, c'est que quelqu'un dans notre entourage, dans notre famille, dans nos amis, soit touché par une situation désastreuse comme ça. Je comprends quand la santé va bien et qu'on n'est pas affecté par la maladie, ça peut un peu nous passer par-dessus, là. Et je pense que SOS Outaouais a quand même attiré beaucoup de gens, mais il y a encore beaucoup de gens que je leur parle. « Ah ouais, tu sais, j'ai entendu ça, là, SOS Outaouais, genre, c'est quoi cette affaire-là? » Ouais, ça pourrait être intéressant. Mais tu sais, quand on n'est pas touché par la maladie de proche, on se sent un peu épargné par rapport à ça.
Mais moi, je dis tout le temps, c'est un peu comme si ton assureur, là, pour une raison bien bizarre, te dit que si tu passes au feu ou si tu as un accident avec ton auto, là, on va te couvrir pas mal moins que la personne qui a payé la même prime au même assureur pour une raison qu'on ignore. Il y aurait une indignation qui se créerait. Donc, j'ai commencé à utiliser un petit peu le mot indignation pas mal là, dernièrement en disant aux gens, il faut s'indigner là, comme communauté. Là. Je reviens avec l'image, on paye les mêmes impôts que tous les citoyens dans la province. On n'a pas un taux d'imposition réduit. On devrait avoir accès aux mêmes services. Donc, là-dessus, il faut s'indigner comme population parce que votre police d'assurance ne vous couvre pas présentement comme elle devrait le faire. J'ai hâte de voir en tout cas si ça va donner des résultats. Puis les capsules, on verra ce qui arrive, mais je t'ouvre la porte tout de suite. Nous autres, on serait sûrement un partenaire intéressant. C'est sûr qu'on a pensé à vous par rapport à ça. Puis pour nous, ces capsules-là d'information, de témoignages sont très percutantes. Puis, tu sais, on a des partenaires dans la communauté qui nous ont aidés à monter ça professionnellement d'une qualité vraiment wow. Mais c'est ça aussi le mouvement. C'est une communauté qui se met ensemble et qui dit, regarde, on va les raconter, ces histoires-là. On va démontrer qu'il y a un bout à faire. Mais je veux juste aussi mettre l'accent aujourd'hui sur le fait que on ne veut pas se mettre en porte-à-faux avec personne avec la coalition. Tu sais, c'est pas une opposition politique. On est apolitique, en fait. Ce qu'on demande, c'est de créer un dialogue ouvert, un dialogue qui va permettre d'avoir des échanges puis de bâtir le futur de l'Outaouais en matière de santé et de services sociaux. Puis la communauté, de ce que je peux voir, sont très, très, très intéressants d'en faire partie. Ouais. Bien, j'aimerais ça qu'on parle de la fondation, nécessairement. Yes. Donc, tu dis que tu as joint la fondation en... 2015. 2015. 9 ans. 9 ans. C'est quoi vos principales activités? Puis... qu'est-ce qu'on cherche à accomplir là, dans une année avec la Fondation? On célébrait il y a quelques jours notre 40e anniversaire à la Fondation. On avait une soirée de reconnaissance justement qu'on a fait. On avait plusieurs centaines de personnes qui étaient à la Maison de la Culture. On a fait un gros party, là, vraiment le fun. Puis on a annoncé des choses importantes, mais qui sont un peu le reflet des 40 dernières années. Bon, la Fondation Santé Gatineau, qu'on connaît, s'appelle aujourd'hui Fondation Santé Outaouais depuis le 16. On a changé notre nom. Puis la raison est toute simple, c'est que bon, dans le temps, on parlait des fusions qu'il y a eu dans le réseau de la santé. Bien, nous, au cours des 40 dernières années, à la base, là, on était la fondation de l'hôpital de Hall, la fondation du centre hospitalier des Vallées de l'Outaouais, l'hôpital de Hall, Gatineau, ils se sont unifiés pour créer le C3S à un moment donné. Il y a eu d'autres fusions. Mais il y avait plusieurs fondations dans le réseau qui existaient. Puis, d'un commun accord, on s'est unifié. Moi, quand je suis arrivé en 2015, il y avait la création du CIS qui venait de se faire. Il y avait, par exemple, la Fondation Pierre-Janet. Il y avait la Fondation Mira Faré qui travaillait au niveau de la réadaptation. Il y avait la Fondation de la protection de la jeunesse qui était une autre fondation qui fonctionnait avec la DPJ. On s'est tous ramassés dans le même partenaire qui était le CIS de l'Outaouais. Puis, ces fondations-là sont venues partie prenante de la Fondation Santé Gatineau. On a pris en charge le volet santé mentale, à titre d'exemple, au niveau de la DPJ, tout ça. Donc, notre fondation, elle a grandi comme ça. Puis, on énumère aujourd'hui 9 secteurs d'intervention. Donc, notre rôle est très, très simple. Notre mission est très, très simple. Puis, je le vulgarise toujours en disant, nous, on n'est pas là pour financer le 200 millions de dollars qui manquent, OK? On n'est pas dans les opérations. On est dans le rehaussement puis l'optimisation. Okay. Donc, voici l'image. Tu t'en vas te magasiner une voiture, puis le vendeur te dit « Parfait, tu vas avoir cette belle voiture-là, le kit de base, là, c'est ça. » Mais tu sais, si tu vas avoir le groupe électrique, tu vas avoir, j'allais dire l'aileron, ça se vend plus, ça, mais tu sais, les mags, les jantes telle couleur, les bancs en cuir, etc., c'est toutes des options, OK? Le réseau de la santé, il est financé, il serait censé être financé équitablement dans la région, mais il est financé à l'échelle de la province sur la base des besoins essentiels. Donc, on reçoit un financement par acte. Mais il y a des technologies qui existent, il y a des processus qui existent qui ne sont pas financés de base par le système de la santé. Okay. Je vais donner un exemple très, très, très facile avec un exemple concret d'un projet qu'on a fait. En cancérologie, parce que la cancérologie, c'est un des 9 secteurs qu'on aide. On a un beau centre de cancérologie à Gatineau qui est là, qui donne des soins à l'ensemble de la population de la région de l'Outaouais. Et on a fait un projet il n'y a pas si longtemps. C'est une technologie qui existe, mais qui n'est pas financée par le ministère de la Santé. C'est un casque réfrigérant. C'est un casque qui s'appose sur le cuir chevelu d'une personne. Ça a l'air très simple, mais c'est une grande machine qui est essentiellement connectée avec un système très, très dispendieux de refroidissement du cuir chevelu. Et les recherches qui ont été faites, puis la compagnie qui a développé ça,
ça fonctionne. Ça évite la perte de cheveux dans les traitements de chimiothérapie. Okay? Une des épreuves les plus difficiles pour nos patients et patientes qui vont au centre, c'est d'envisager la perte de cheveux en chimio. Donc, ce bel outil-là a été acquis, c'est du rehaussement et de l'optimisation, grâce à la communauté. Donc, nous, ce qu'on fait, tous les projets, c'est un peu ce reflet-là. On a des professionnels qui disent « Hey, ça existe, cette technologie-là, est-ce qu'on pourrait l'avoir? Est-ce qu'on pourrait rehausser, optimiser? » Donc, je reviens avec mon exemple avec boiteux, avec mon auto de base. Bien, une fondation n'est pas là pour financer la base du système, elle est là pour faire du rehaussement puis de l'optimisation tout le temps. Je pourrais te nommer des projets dans l'ensemble des secteurs, mais essentiellement, il y en a vraiment 9 que nous, on a choisi à travers l'aider, la réadaptation, tout le milieu hospitalier avec tout ce que ça engendre. Nos jeunes qui sont aidés avec la protection de la jeunesse en pédiatrie, c'est un de nos volets. Nos aînés, qui sont soit en CHSLD ou à domicile, il y a plein de soins qui sont donnés à nos aînés, on les aide aussi. J'oublie, on a un nouveau volet qui est vraiment intéressant, c'est la rétention, le recrutement, puis la reconnaissance du personnel. On a décidé d'aider aussi à ce niveau-là. À titre d'exemple, on a fait un merveilleux partenariat avec la Maison de la Culture pour offrir des spectacles gratuits aux employés du CIS pour leur permettre de se divertir et d'avoir du plaisir. Il y a des partenaires qui sont venus à ça. On a même créé des primes de recrutement dans certains programmes pour aider à recruter du monde. Fait que la Fondation est très, très, très active. Puis la raison, c'est très concret. C'est très concret. Puis en fait, tous les projets, chaque projet sans exception, si on va sur le site web de la Fondation, vous allez retrouver dans l'onglet Impact nos 9 secteurs. On clique un secteur, si on choisit, disons, je vais aller voir en cancérologie, vous allez voir tous les projets qui sont en cours, pour lesquels on cherche du financement, puis tous ceux pour lesquels on a financé puis on a un impact. Donc, on a vraiment amené notre fondation, dans les dernières années, à démontrer que ce qu'on fait, c'est ça, du rehaussement puis de l'optimisation, puis voici comment on le fait. Puis les gens qui nous proposent des projets, c'est les gens sur le terrain. Ça, c'est ce qui est formidable. C'est des infirmières, c'est des travailleuses sociales, c'est des spécialistes, des pharmaciens, peu importe. Ces gens-là voient des opportunités, puis nous disent « Hey, Jean, ben pas juste Jean, mais hey, la Fondation, pouvez-vous nous aider là-dessus? » Puis nous, avec notre conseil d'administration, notre comité d'allocation, on tente d'aller chercher les fonds dans la communauté avec des gens qui ont un esprit philanthropique incroyable en Outaouais. Puis, on a décidé d'amener ça à un niveau assez incroyable dernièrement. Donc, je disais qu'on a changé de nom parce que, dans le fond, notre nom, il ne reflétait pas vraiment notre mission. Parce que notre mission, c'est d'aider l'ensemble du territoire de l'Outaouais. Okay. Même s'il y a des fondations, comme ici à Buckingham, il y a une fondation, la Fondation Santé Papineau. C'est un partenaire à nous. Fait que nous, on travaille avec eux. Mais nous, ce qu'on désire faire, c'est aider l'ensemble du territoire. Donc, s'il y a un projet qui pourrait être fait ici à l'hôpital de Papineau, la Fondation peut très bien faire équipe avec nous, puis on peut ensemble aider à réaliser ce projet-là. Okay. C'est ça notre vision. Donc, c'est pour ça qu'on a changé notre nom pour Fondation Santé Outaouais. Puis ça a été une décision qu'on a partagée avec tout le monde avant de faire le geste concret dans nos partenaires. Puis ça a bien, bien été reçu. Puis c'est pour ça qu'on a annoncé ce changement-là pour notre 40 ans. Puis au niveau d'une belle chose qu'on a mis de l'avant aussi, c'est qu'on s'est lancé dans la plus importante campagne philanthropique de l'histoire de l'Outaouais en lançant une campagne de 50 millions de dollars. Donc on est en campagne, puis l'idée, encore là, est assez simple. Nous, on n'aime pas ça compliquer les choses, puis on aime ça expliquer les affaires concrètement. Pourquoi 50 millions de dollars? Ces 50 millions de dollars-là, on va les chercher sur les 10 prochaines années. C'est une campagne globale qui aide les 9 secteurs qu'on fait. Puis la raison du 50 millions est assez simple. À chaque année, on reçoit une liste de demandes des équipes sur le terrain à la Fondation Santé. Puis depuis quelques années, cette liste-là est à peu près de 5 millions de dollars. Okay. Notre capacité en collecte de fonds, là, qu'on est capable de retourner, c'est 3 millions. Donc, on est capable de faire 3 millions, mais il nous manque... C'est très difficile de dire non à 2 millions à chaque année. Donc, on a décidé de créer une campagne de augmenter nos revenus philanthropiques avec 2 millions de dollars de plus par année pour répondre à la liste qui nous est donnée. C'est pour ça 50 millions. Donc, 5 millions de dollars par année pendant 10 ans, 50 millions. Puis on aime bien ça, jouer avec ces jeux de mots-là. On a eu 40 ans, on s'enligne sur notre 50 ans avec 50 millions. Puis, on l'a annoncé le 16 lors de notre soirée du lancement aussi de la campagne. On a reçu un don très important de M. Gilles Desjardins, qui a donné un don de 3,5 millions, un don jamais vu pour l'Outaouais dans l'histoire de la philanthropie. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de le mentionner, ce geste-là. Bon, M. Desjardins est capable de donner un niveau là, qu'on s'entend que plusieurs ne sont pas capables. Mais M. Desjardins n'avait jamais fait un don de cette ampleur-là.
C'était la première fois qu'il donnait à ce niveau-là. Okay. Puis c'était un don qu'il voulait vraiment faire pour démontrer que quand il y a des besoins importants, il faut donner à un niveau important aussi, puis il le fait par son propre geste, puis accepter de prendre la présidence de notre comité des dons majeurs pour aller chercher ce genre de contribution dans la communauté. Donc, il a fait un don exemplaire pour montrer l'exemple à la communauté, mais c'est aussi ce qu'on demande aux gens. Il y a des gens, là, des milliers de donateurs qui nous appuient par année. Leurs dons sont super bien investis. Ce qu'on leur demande, c'est que s'ils sont en mesure de nous aider un petit peu plus, on aimerait ça augmenter de 2 millions, puis on aimerait ça dire oui à tous les beaux projets qui viennent transformer le réseau de la santé. Puis transformer le réseau de la santé, c'est le thème qu'on a choisi pour notre campagne. Je trouve ça important ce que tu dis parce que il s'agit de... C'est les projets, ils viennent des gens qui sont sur le terrain, qui voient les besoins, fait que ça ne sort pas de nulle part. Fait qu'on sait que, comme tu dis, que c'est très bien investi parce que le projet il est amené par les gens qui sont sur le terrain à chaque fois. Là. Puis, ça, les gens me disent, c'est quelle sorte de projet? Écoutez, vous n'avez pas d'idée de la créativité des gens sur le terrain. J'ai vu des projets qu'on a réalisés, qui sont en cours, qui sont phénoménales. Je pense souvent à un des projets qui m'a personnellement beaucoup touché. On a fait l'acquisition d'un chien d'accompagnement émotionnel pour la protection de la jeunesse. Okay. Un projet, tu sais, nous, l'innovation, le rehaussement, l'optimisation, c'est de dire, tu sais, penser en dehors de la boîte. Là, comme... Et ce projet-là, il a été formidable. C'est une belle histoire. C'était 2 travailleurs sociaux qui ont eu cette idée-là, qui se sont dit, hey, si on avait un chien pour nous aider, tu sais, on connaît les propriétés d'apaisement d'un animal domestique, et on est allé loin avec ça. Là. Les 2 travailleuses que je trouve, Chantal et Véronique, sont super, avec qui on a travaillé super fort. On est allé chercher l'argent dans la communauté. C'était 30 000 juste avoir un chien formé par Mira pour faire ce travail-là. Mais je me souviens toujours, je pense que ça faisait quelques semaines que le chien était il travaillait maintenant pour la DPJ, là, qui est Brao, son nom. Et l'idée était de créer de l'apaisement au niveau des jeunes dans des périodes d'autres anxiété. Un enfant qui est retiré de son milieu familial pour des raisons qu'on peut s'imaginer, bon, c'est des situations très difficiles pour un enfant en bas âge. Et d'avoir un outil qui n'existait pas ailleurs au Québec comme un chien d'accompagnement était assez spécial. Puis je me souviens toujours de cette histoire-là de Chantal qui m'avait conté ça, où un jeune enfant devait aller témoigner en cours pour un cas d'abus. Okay. Je peux pas m'imaginer un enfant, le niveau de stress, le niveau d'anxiété, d'aller devant un juge, devant des gens, raconter ce qui s'est passé. Et cette journée-là, il y avait Brao à côté de lui. Puis ce qui m'a été raconté, puis j'en parle encore avec émotion, c'est phénoménal, c'est que il a livré un témoignage poignant en tenant le chien, puis en ayant la force et la résilience de le faire. Donc, ça, je raconte aux gens, on peut bien acheter une machine, puis on en achète des machines là, à l'hôpital pour traiter le cancer, comme la stéréotaxie qui traite le cancer de façon précise, qui coûte des millions de dollars. Mais un projet comme Brao, qui a coûté 30 000 en fait d'acquisition puis de don de la communauté, puis qui a un impact comme ça, tous les projets sont importants. Ce qui est important, c'est d'amener des ressources qui vont faire en sorte que je dis encore nos anges. Pendant la pandémie, on disait nos anges gardiens, les travailleurs de la santé et des services sociaux, là, c'est des perles. Puis j'arrête pas de le dire. Mais ces gens-là ont besoin d'outils. Puis si on fait comme dans l'exemple ici avec Chantal puis Véronique, de leur donner un outil comme ça, imaginez comment il y a des vies comme ce jeune enfant-là qui peuvent être transformées. Le casque réfrigérant que je te parle tantôt, je me souviens encore, on a fait une soirée avec des donateurs, puis une madame qui est venue m'agripper au bras. Puis elle m'a dit, regarde. Elle avait une magnifique chevelure, elle avait les larmes qui coulaient. Puis elle me dit, j'ai encore mes cheveux. Puis elle m'a regardé, elle m'a pris par les 2 épaules, puis elle m'a dit, si j'avais perdu mes cheveux, j'aurais peut-être pas réussi ce combat-là, mais merci de m'avoir... Donc, c'est ça, changer la vie des gens. C'est ça, l'impact de la philanthropie. Mais l'impact de la philanthropie n'est pas celle de venir combler un déficit récurrent historique. C'est là où la philanthropie a ses limites. C'est pour ça qu'on a créé SOS Outaouais, juste pour faire le lien entre les deux. C'est ça la réaction que j'ai eue dans l'auto quand je vais penser à tout ça au début de l'histoire de la genèse du mouvement, c'est que la philanthropie transforme puis fait beaucoup, mais ne peut pas venir résoudre des problèmes comme celui du financement ou celui de l'exode des travailleurs vers l'Ontario.
Ouais, puis dans un monde idéal, il n'en aurait pas besoin. Il n'y en aurait pas de besoin. C'est ça. Le jour où vous ne serez plus là, normalement, c'est parce que ça devrait bien aller. Là. Absolument, tu as bien raison. Puis, est-ce que vous êtes capable de répondre à toutes les demandes, par exemple? Parce que je peux imaginer qu'il y en a beaucoup qui rentrent. Ben c'est ça. Présentement, je te dirais qu'on peut recevoir, ça va varier. C'est surtout parce que les projets sont tout le temps, le montage financier est tout le temps différent. On peut avoir une demande qui peut être de 1 000 $, comme on peut avoir une demande qui peut être de quelques millions de dollars. Donc, en temps normal, je sais que présentement, là, j'ai les chiffres devant moi tous les jours. Je regarde vraiment nos tableaux de bord. On est très, très, très axé sur le rendement de nos projets puis tout ça. On a à peu près une centaine de projets qui roulent en tout temps, qui sont dans les 9 secteurs d'intervention que la Fondation agit. C'est sûr qu'il y a des secteurs où c'est beaucoup plus élevé. Par exemple, le milieu hospitalier, le coût des équipements est toujours très élevé. C'est des technologies, c'est des équipements qui coûtent cher, donc c'est souvent là où on va voir beaucoup de notre portefeuille être investi. Mais pour répondre concrètement, est-ce qu'on arrive à répondre à tout? Non. Et c'est vraiment pour ça qu'on s'est doté d'un outil de campagne. Puis la campagne, on tente de la faire différente de ce qu'on était habitué. Ça, on a entendu parler le mot campagne majeure. Il y a une campagne majeure pour construire ici, pour construire ça. Les gens me demandaient, quand on a commencé à parler de campagne, c'est-tu pour le nouvel hôpital? Non. Non, c'est pas. Le nouvel hôpital, le gouvernement nous a dit qu'elle allait nous l'offrir, ce nouvel hôpital-là, donc on peut s'en réjouir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce que la Fondation veut faire avec la campagne, c'est d'aider dans le rehaussement et l'optimisation où, justement, il n'y a pas de budget, puis qu'on peut en faire plus nous-mêmes, puis on peut aider la communauté. Donc, on n'est pas en mesure de répondre à toutes les demandes. On souhaite le faire sur 10 ans, augmenter nos revenus. Puis ça, les gens peuvent nous aider de 1001 façons. Les gens ont peut-être vu aussi, il y a beaucoup de nouveaux programmes à la Fondation. On a créé un 50-50 progressif là, qui est tiré à tous les mois. On n'avait pas ça avant. Là, le gros lot, Puis il y a des nouveautés aussi qui s'en viennent que je ne veux pas trop divulguer, mais dès janvier, on va avoir de quoi de pas mal intéressant. On a toujours la Loto-Santé qui roule. Les gens peuvent aller voir. On a beaucoup d'événements, naturellement, comme plein de fondations. On a un bel événement Outaouais contre le cancer que les gens peuvent venir. Puis le cancer, c'est un nouveau volet important qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aider. On a tout un programme de dons majeurs à la Fondation. On a une équipe qui travaille avec des gens formidables, des gens qui disent « Écoutez, moi, là, je veux en faire un projet avec vous autres, puis le financer au complet, puis avoir un impact. » Ça, c'est un secteur qui est vraiment intéressant. Donc, on a une équipe qui travaille, des donateurs qui s'engagent à donner 10 000 et plus. Puis à partir de 10 000 on a comme un service un peu comme si tu vas dans une banque, un service personnalisé qui accompagne les gens puis qui leur fait voir aussi comment ce projet-là peut transformer. On fait faire aux donateurs une visite, on va voir l'équipement, on lui montre, c'est vraiment comme un côté très transformateur pour ces gens-là qui ont la capacité de faire. Puis au niveau de nos donateurs annuels, on fait beaucoup ça, mais à travers de la vidéo, à travers des bulletins de nouvelles qu'on fait mensuellement pour leur montrer l'impact de leurs dons. Ce qui est vraiment important chez nous, c'est que quand on envoie $1 à la Fondation, on voit le retour de cet investissement-là. Quand je suis arrivé en 2015 à la Fondation, c'était vraiment la mission que j'ai amenée dans notre pensée stratégique de dire quand on investit un don, là, ce $-là, premièrement, il a été durement gagné par l'individu qui l'a donné. Donc, on va faire tous les efforts possibles pour lui montrer comment il a aidé à transformer la région de l'Outaouais. Bien ça, puis la façon créative que vous avez de faire vos activités de financement, je pense que ça attire les gens à vouloir le faire aussi. T'sais. Oui, puis ce qui est vraiment le fun, puis je ne veux pas le négliger, il y a beaucoup d'activités. En fait, il y a même plus d'activités que c'est des gens qui organisent au profit de la Fondation. Je pense qu'il y a tellement d'organisations qui se font et qui nous appellent. Hey, cette année, j'organise un tournoi de golf pour vous autres. Hey, ça, là, c'est un cadeau du ciel. Là. On a des gens qui ont fait des soupers, des spectacles. Je pense au Rêve de Monique, qui est un exemple vraiment incroyable, là, qui se sont rendus, je pense, pas loin de leur 15e ou 16e édition. J'oublie le compte, puis Monique serait pas content que je me souviens pas. Mais Monique Bourassa a créé une activité qui roule depuis des années. C'est un spectacle de mode les gens qui défilent, c'est des survivantes, des combattantes du cancer. C'est super touchant. Avec plein de magasins de la région. Mais tu sais, Monique, elle organise tout ça avec son équipe de bénévoles à chaque année. Puis elle revient à la Fondation et elle dit, écoute, donne-moi un projet qu'on va financer. Puis là, moi, je sors la liste. Avec Monique, je dis, Monique, t'attends-tu de faire, par exemple, le casque réfrigérant? On embarque. Puis là, leurs fonds sont dédiés. Puis justement, on montre aux gens qui ont participé, regardez l'impact que vous avez eu, regardez comment vous avez transformé des vies. Puis je pense que cette recette-là, c'est ça la philanthropie. La philanthropie, j'ai jamais vu ça comme je fais un don puis je me contrefiche de qu'est-ce que ça a eu. La philanthropie, c'est l'amour de l'humanité. Puis l'amour de l'humanité, c'est comme bidirectionnel, ça se vit d'une façon bien tangible. Puis moi, je me fais le plus grand plaisir de montrer aux gens l'impact de leurs dons. C'est
c'est un cadeau de faire le travail que je fais à tous les jours. Moi, je me lève le matin avec l'envie vite d'aller au bureau, puis de me parler aussi. Tu sais, tantôt, tu me disais, ça doit être beaucoup de travail, mais ouais. Mais en même temps, c'est un travail, puis avec mon équipe, on adore ce qu'on fait. On change des vies, puis on est comme une courroie de transmission entre les gens qui sont sur le terrain puis la communauté. C'est ce levier-là qui fait en sorte qu'on a un meilleur système de santé. Mais je ne te cacherai pas, pour refaire le loop avec SOS Outaouais, il y a un problème de fond qu'il va falloir aborder, qu'il va falloir trouver. Puis j'ai accepté avec une très grande réflexion, je n'ai pas sauté là-dedans les yeux fermés, de jouer ce rôle-là aussi, comme porte-parole, bénévole, d'appuyer un mouvement. Puis j'apprécie tous ceux qui ont donné du temps jusqu'à présent. Et je le dis, c'est pas un sprint SOS Outaouais. Je comprends qu'on veut que les choses changent rapidement, mais quand on a créé ça, je l'ai même dit dans l'allocution que j'ai faite, la journée où on a lancé ça, c'est un ultramarathon, là. Ça va prendre du temps, mais il y a quelque chose qui va être fait. Puis l'Outaouais, moi, je suis natif, je le disais tantôt, de l'Outaouais, puis c'est une région, on s'aime, on prend soin de nous, on a une communauté incroyable, c'est un petit milieu, veut pas, on se connaît encore, c'est pas comme une grande, malgré qu'on est la 4e plus grande ville en importance au Québec, là, on est capable de nommer quelqu'un et de dire, ben oui, on le connaît lui, puis on connaît elle, puis tout ça. C'est encore cette belle chaleur humaine-là. Mais quand c'est le temps de se mobiliser pour dire, on fait ça ensemble, c'est vraiment possible de le faire en Outaouais. Puis c'est ça la richesse de l'Outaouais. C'est pas juste l'argent. C'est une région qui se tient, une région qui s'aime, une région qui travaille ensemble. Je donnais l'exemple tantôt de Gilles Desjardins qui dit, moi, là, j'embarque avec vous autres. On va aller ramasser cet argent dans la communauté. C'est ça la beauté des gens qui lèvent la main puis qui emboîtent le pas, puis tous ceux qui suivent puis font « Oui, on embarque, c'est important, ça. C'est un maudit beau métier. Ouais. Tu parlais tantôt de faire le pont entre la communauté puis le milieu de la santé. Puis je terminerai là-dessus. Là. Mais vous avez récemment, ça fait 1 an, je pense, vous avez commencé à faire un podcast pour parler avec les gens. Parle-moi un petit peu de ça. Ben ça, c'est arrivé à un moment donné parce que bon, le milieu des communications, je suis sûr qu'il nous anime tous les deux. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Puis, depuis tantôt, je dis que c'est important pour nous de démontrer aux donateurs comment on utilise leurs dons. C'est sûr que ça a évolué, les communications. C'est pas aussi facile que de dire, OK, on va envoyer un communiqué de presse des médias puis on va dire qu'on a acheté un casque réfrigérant. OK? Bon, il y a des nouvelles qui vont passer bien avant ça, malheureusement, parce qu'il y a un choix éditorial qui doit être fait puis c'est bien normal. Si c'est couvert aussi. Si c'est couvert aussi. Ouais. Puis ce qu'on trouvait, c'est qu'on avait plein de bonnes nouvelles, mais il fallait ajuster notre façon de communiquer. Donc, nous, on est venu avec une simple idée, celle de devenir davantage notre propre média. Et on a créé le podcast de la Fondation, puis le podcast s'appelle « On se donne ». Sous cette base-là, on s'est dit, on va créer une émission. On prend une petite pause pendant l'été, mais ça roule à toutes les semaines ou presque de septembre à mai, où j'anime un podcast où j'ai des invités qui viennent parler d'un projet, d'une initiative. J'ai reçu Monique Bourassa au podcast qui est venue parler des rêves de Monique, de où l'idée était partie. Puis ce qu'on essaie de faire avec ça, c'est d'inspirer, de démontrer l'impact des dons. J'ai reçu des médecins qui sont venus s'asseoir avec nous pour expliquer un projet, nous dire à quoi ça servait. J'ai reçu quelqu'un qui m'a énormément touché, je pense à lui entre autres, là, parce qu'on s'est vu dernièrement, un patient qui a un cancer du cerveau, que ses jours sont comptés, Jean Quérillon. Et cet homme-là, je l'ai rencontré, je termine sur cette histoire-là tellement touchante. Jean Quérillon est venu me rencontrer une journée à la Fondation avec une idée d'un projet. Puis il me raconte, Jean, il dit, moi, là, j'ai un cancer incurable. J'ai une tumeur au cerveau, puis je ne vais pas survivre à ça. J'ai pas énormément de temps en avant de moi, mais je ne sais pas exactement combien de temps j'ai, mais j'ai le goût de faire de quoi. Puis là, il me dit des paroles qui, en tant que père, m'ont ému comme tu ne peux pas savoir. Il me dit, mon plus grand deuil, c'est que je ne connaîtrai pas mes petits-enfants. Puis son idée était aussi banale de dire que j'ai le goût d'écrire des récits que mes petits-enfants vont pouvoir voir, dans lesquels je vais me présenter, je vais parler de mes valeurs. Okay. Ça, c'était son idée à la base. Et là, il dit, est-ce que vous pourriez m'aider là-dedans? Est-ce que vous pourriez m'aider à rendre ce projet-là? Puis il dit, j'ai aucune idée du succès qu'on va avoir avec ça, OK? Mais il dit, ce que je m'engage à faire, c'est que je ne veux pas faire d'argent avec ça. Tous les albums qu'on va vendre,
la série, il y avait plusieurs livrets qu'ils voulaient faire pour enfants. Okay. On va vendre ça, puis tous les profits vont aller au Centre de cancérologie de Gatineau par le biais de la Fondation. J'ai regardé devant la dit, je compte sur nous, on embarque. On a annoncé la semaine dernière qu'on avait ramassé plus de 30 000 $ net avec cette aventure-là. Wow. Puis ça a été une aventure qui m'a été donnée de la part de gens de vivre une expérience incroyable, de quelqu'un qui mord dans la vie encore malgré un diagnostic, de quelqu'un qui nous a montré des valeurs aussi simples, aussi importantes que de chérir chaque instant d'une vie, d'aimer aveuglément, de profiter des petits bonheurs. Puis en fait, ces albums, c'est ça qu'ils racontent, les petits bonheurs de la vie, d'être entouré de sa famille, de ses proches. Mais c'est des cadeaux comme ça que la philanthropie apporte. Puis moi, c'est ça que je raconte aux gens dans mon travail. Je raconte souvent des histoires formidables comme ça. Mais tout le monde peut y participer. Je trouve ça incroyable. Puis cet homme-là, on l'a d'ailleurs honoré lors de notre soirée de reconnaissance pour cette merveilleuse initiative-là qu'il y a eu. Puis des histoires comme ça, je pense qu'il va en avoir des centaines, des milliers encore à venir de gens qui ont cette fougue-là d'aider. Puis tout le monde peut le faire. Il faut juste qu'on connecte les morceaux ensemble. Puis je le dis toujours, quelqu'un qui arrive à la Fondation, là, la première réponse, c'est oui. Venez nous voir, venez jaser avec nous. Vous avez une idée, vous avez le goût. Moi, ce que je trouve le fun, c'est de dire aux gens, venez transformer avec nous notre réseau de la santé et des services sociaux. Ça, là, moi, c'est ma job. Je me lève tous les matins puis je dis à ma blonde, toujours en blaguant, je m'en vais transformer le monde. Mais tout le monde peut le faire avec une belle organisation comme la Fondation Santé Outaouais. Puis c'est là la fougue de ce que je parle depuis le début du podcast aujourd'hui. Donc, le podcast, c'est un outil de diffusion encore percutant, puissant. Puis ça me permet d'aborder des sujets sur une période de temps, des fois qu'on n'a pas là, dans les médias traditionnels. Un clip de 4 minutes en tout avec le début puis la fin de la nouvelle, ça va vite. Il y a des choses qui vont pas là. Mais si vous allez écouter le podcast avec Jean Quirion, je vous dis tout de suite, là, il y a une petite boîte de mouchoirs à côté. Puis c'est clair, je vais l'écouter. L'histoire que Jean nous livre, elle est poignante. Puis contrairement à ce qui se produit aujourd'hui avec toi qui me pose des questions, moi je suis dans ton rôle, tu sais, puis je pose des petites questions pour faire parler, mais le message qu'on reçoit de ces gens-là, chacun des invités que j'ai eu le privilège d'avoir, c'est incroyable. On a invité M. Bilodeau, notre nouveau PDG. J'ai encore nouveau, là, ça va faire presque 1 an qu'il est là, mais le PDG maintenant du CIUS de l'Outaouais qui est arrivé dans une période critique. C'est le fun de l'avoir au podcast. De dire, hey, toi, là, t'as vu le scénario de l'Outaouais en santé, puis t'as postulé sur ce poste-là, puis t'as dit, moi, je veux relever ce défi-là. C'était clair que c'était un invité au podcast, puis encore là, c'est le fun d'avoir une tribune puis exprimer toute cette beauté-là qu'on peut entendre de gens engagés, de gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Moi, c'est ça que je veux faire entendre à notre population, dire notre réseau, il est formidable, il a besoin d'aide, mais il est formidable, il est beau, il y a du monde là-dedans qui font en sorte qu'on est encore capable d'avoir des services. Il faut l'aimer, puis c'est ça le message qu'on lance. Bien, je te dis un gros merci d'être venu nous parler de la Fondation et de SOS Outaouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à SOS Outaouais. J'ai confiance que, ne serait-ce que semer des graines pour l'avenir, pour mes enfants, tes enfants, les petits-enfants. Et puis, donc, via la Fondation, regarde, je vous félicite pour le travail que vous faites. C'est un plaisir de jaser avec toi. Bien, merci pour l'invitation. C'est vraiment agréable de faire ça avec toi. Puis, merci de la tribune aussi que vous nous offrez. C'est super important. C'est un plaisir. Merci.